Suite de nos hors-séries consacrées aux technologies au service des personnes déficientes visuelles, avec évidemment toujours Sébastien. Toujours à Paris. Toujours à Paris, mais c'est une petite tour Eiffel. C'est une plus petite tour Eiffel. Il y a un thermomètre sur celle-là ou pas? Oui, c'est de nuit. C'est de nuit, d'accord. Les smartphones au service des déficients visuels, c'est ce dont on parle, ce dont tu parles avec David de chez Access Solutions, donc à Paris, dans ce nouveau hors-série. David, ravi de te revoir pour un deuxième numéro ici. Donc ici on a plein d'autres questions et donc plein d'autres réponses, j'espère que tu pourras nous apporter sur comment ça marche et comment la technologie peut nous aider. Donc peut vous aider en l'occurrence. Et ici on va parler un peu smartphone. Et donc, avant les smartphones, d'abord, première question, comment ça tournait? Comment ça fonctionnait? Quel était le monde de la téléphonie avant cette jolie invention? Alors, on va pas remonter trop loin, parce que sinon, après, on va être obligé de parler du téléphone analogique, le bon vieux cadran qui tourne, bon, bref. On va repartir dans la téléphonie mobile, je pense, juste là. Alors, nous, au départ, voilà, le téléphone mobile, pour nous, c'était inaccessible. Oui. Au départ. C'était complètement inaccessible, c'est-à-dire qu'on devait connaître par cœur les numéros de téléphone. Je me rappelle d'un vieux Motorola, je me souviens plus le modèle, et d'un vieux Ericsson, T10S d'ailleurs, je me souviens, où j'apprenais par cœur pour appeler, connaître être capable même éventuellement d'envoyer un texto à l'aveugle, mais je me rappelle plus si je le faisais ou pas, il me semble que oui. Oui, il y a des moments compliqués. Mais il fallait tout faire à l'aveugle en fait. Plusieurs fois sur la même touche pour faire là. Oui. Mais à l'aveugle, parce que j'avais pas de synthèse, j'avais rien. Oui. Il y a une dizaine d'années de ça, voire peut-être un peu plus, que le temps passe tellement vite, je me souviens du premier mobile que j'ai eu qui était complètement vocalisé, qui s'appelait donc le Nokia N-Gage, qui ressemblait à une console de jeu, comme une manette de jeu vidéo en fait, où on était obligé de tenir le téléphone sur la tranche pour pouvoir utiliser le téléphone pour appeler. Et en fait, il y avait une société qui avait développé donc un logiciel de synthèse vocale, de revue d'écran, qui donc vocalisait l'ensemble de ce qui était affiché sur l'écran et ce qu'on tapait au clavier, et qui permettait d'utiliser enfin les fonctionnalités d'un téléphone mobile, c'est-à-dire de pouvoir appeler, de savoir qui nous appelle, la partie texto, etc. Pouvoir changer ses sonneries soi-même, d'utiliser l'alarme, etc. Tout ce que tout le monde faisait depuis pas mal d'années, et que nous, en tant que déficients visuels, on ne pouvait pas faire, en tant que non-voyants, on s'est cité, parce que on n'accédait pas à l'écran. Donc les premiers téléphones, en tout cas, qui étaient vocalisés et qui faisaient pas mal de choses, qu'après, quand même, dans la partie Symbian, il y a eu des téléphones comme les N95 par exemple, ou N82 et autres, qui avaient déjà des fonctions un peu d'internet, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà aller chercher nos mails, on pouvait quand même faire un tout petit peu de surf, etc. Bon, c'était, on va dire, un pseudo-téléphone avec un tout petit peu de smartphone, on va dire, dedans. Et ensuite, effectivement, les gens qui ont commencé après à être sur les premiers Android, vocalisés ou iOS. Donc moi, personnellement, je pense que je préfère iOS, la partie Apple, donc, qui ont démarré au 3GS, où ça a quand même bien évolué. Pour une question d'ergonomie, je trouve que c'est quand même mieux pour nous. Après, il y a certains geeks qui aiment bien la partie Android, au niveau vocal, mais c'est souvent des gens qui sont malvoyants. Pour quelqu'un qui est en cécité, on est plus Apple aujourd'hui que Android. Et donc, j'achète un iPhone ou j'achète un téléphone Android, je le sors de sa boîte, je suis déficient visuel, est-ce que je peux tout de suite utiliser mon téléphone tel quel? Alors oui et non. Oui, alors il y en a un oui, l'autre non. Non, c'est oui et non. Non, les deux c'est oui et non. Oui et non, pourquoi? L'iOS, oui, j'ai tendance à dire, parce qu'effectivement, dès le démarrage, dès le setup du téléphone, on a juste à trouver comment l'allumer. Et une fois qu'on a réussi à l'allumer, effectivement, le fait de faire 3 appuis sur le bouton Power ou sur le bouton rond sur les anciens iPhones permet de lancer la revue d'écran, même pour les étapes de configuration. Donc oui, je dirais que oui. L'iPhone, sous réserve, après on connaisse un minimum la gestuelle, parce que la gestuelle d'une personne qui utilise sans revue d'écran, donc sans VoiceOver, et l'utilisation avec VoiceOver, ça transforme la façon de l'utiliser et les gestes qu'on utilise sur l'écran. Donc si l'usager ne connaît pas un minimum la gestuelle de base avec la modification pour la revue d'écran, effectivement il ne pourra pas l'utiliser. Mais dans le principe, s'il connaît les gestes pour l'utiliser, il devrait pouvoir y arriver. Sur Android, c'est un autre problème. Sur Android, effectivement, on est censé avoir un raccourci, je dis bien censé,
avec volume plus, volume moins, où on est censé pouvoir lancer le screen reader. Sauf qu'en réalité, d'une marque à l'autre dans le téléphone Android, c'est pas toujours pareil. Et en règle générale, le problème qu'on a, c'est que le téléphone en lui-même, en fait, il affiche un écran, avant de lancer la revue d'écran, qui dit qu'est-ce qu'on veut lancer comme accessibilité. Donc quelqu'un qui est non-voyant, en fait, cet écran, il ne le voit pas. Donc pour certaines personnes qui se débrouillent un peu en tapotant un peu partout sur la vitre, on finit par lancer ce qu'on veut, sous réserve qu'on y arrive. Et donc, des fois, on n'y arrive pas. Donc il te demande sur l'écran de confirmer. Confirmer qu'on veut tollback. Sauf que quand on voit pas, confirmer qu'on veut tollback, c'est compliqué. C'est gênant. Et ce que je comprends pas quand même, c'est qu'Android aujourd'hui équipe quand même une grosse partie, je pense que c'est le deuxième gros concurrent de Apple. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu dans la communauté des gens qui se disent mais attends, qu'est-ce que ça coûte de lancer tollback directement en fait? Parce que le pire c'est qu'une fois qu'on a cliqué qu'il y a tollback, après il le garde en mémoire, après il ne le redemande pas à chaque fois. Mais au premier lancement, en fait, on est infoutu de cliquer sur tollback. Mais dans la discussion de préparation, tu disais qu'il n'y a pas tellement de développeurs, chez Google en tout cas, qui travaillent sur l'accessibilité. Alors, développeurs, non. Ouais. Ils ont 2 personnes déficientes visuelles qui font de la sensibilisation, qui bossent chez Google et qui doivent justement inculquer aux développeurs les bonnes pratiques. Mais ce ne sont pas des développeurs, c'est juste des gens qui surveillent un peu les applis, qui essayent de donner des conseils. Effectivement, c'est dommage que chez Google, il n'y ait pas quelqu'un qui soit un peu plus impliqué à ce niveau-là et de vraiment de forcer que, je sais pas, on est quand même à Android 9, je crois, là, actuellement. Je suis désolé, Android, ça existe quand même depuis des années, qu'il n'y ait pas possibilité pour un aveugle de lancer le téléphone tout seul, c'est quand même aberrant. Est-ce que c'est compliqué, de ton point de vue, pour un développeur, de créer une application qui est accessible aux malvoyants ou aux aveugles sur Android ou iPhone? Alors, à mon sens, je ne pense pas. Je pense que le problème des développeurs, c'est qu'ils ne savent pas qu'une personne aveugle utilise l'application. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est que utiliser des composants accessibles, c'est faisable. Mais encore faut-il que les gens soient au courant de la finalité, en fait, du développement. S'ils se rendent compte que derrière leur application est utilisée par une personne qui est aveugle, ce qui est le cas, il y a quelques applications populaires en France, ou même sur des applis internationales d'ailleurs, où les développeurs savent qu'il y a des usagers non-voyants qui utilisent et qui prennent en compte cette accessibilité en natif. Mais non, dans le principe, c'est souvent une méconnaissance de l'accessibilité qui fait qu'on a des applications qui parfois ne sont pas accessibles. Et parfois des applications grand public, pas juste une application de jeu, c'est... Même toutes, même des trucs comme la SNCF ou même des très grosses applications, des fois elles ne sont pas accessibles. Hein. Mais parce que des fois ils ne le savent pas. Mais même des applications comme Uber, il y a eu des périodes où Uber ils avaient fait des mises à jour, pourtant c'est une grosse application, et ça ne marchait plus pour nous. Parce qu'ils ont fait un raté dans leur développement. Et quand ça ne marche plus pour vous, quels sont vos recours? Pas grand-chose. C'est-à-dire que si on a eu le malheur d'installer la nouvelle version de l'appli, donc quand on est sur Android, ça va encore. Parce que sur Android, on prend l'APK, paf, on vire, on met l'autre d'avant. Il suffit de le télécharger, quoi. Il y a toujours moyen de le récupérer. Sur iOS, à part si on a fait une sauvegarde de son iPhone sur son ordi, et qu'après on récupère la sauvegarde et qu'on réinstalle, mais bon, il faut y passer combien de temps? C'est pas évident, on va dire, dans les 2 cas. Donc là, généralement, on croise les doigts pour que la version d'après soit accessible. Vous croisez les doigts ou pour d'autres applications, vous faites un peu de lobbying pour prévenir les développeurs. On fait des fois aussi, via des podcasts connus en France, on essaye d'alerter et d'encourager une communauté d'usagers déficients visuels à aller noter des applications et, par exemple pour les applications inaccessibles, de faire beaucoup de com autour et dire aux gens, tiens, voilà, telle appli ne marche pas. Voilà, pendant 15 jours, 3 semaines, allez-y tous voter et mettez 1 étoile ou 0 étoile. Bon là, sous iOS, on ne peut pas, c'est 1 étoile. Et de dire que l'application n'est pas accessible. Comme ça descend globalement la note de l'application vis-à-vis du développeur. Et une application qui est populaire et qui bizarrement a une note qui est très très basse, généralement, ce n'est pas une bonne pub pour l'appli. Donc c'est une des solutions qu'on a trouvées pour que le développeur prenne un peu plus en compte les besoins d'accessibilité au niveau des applications. Voilà, donc là, c'est la communauté qui parle et qui essaye de se faire entendre. C'est ça. C'est un peu des OPA sur une application, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Donc vous voulez utiliser Uber, si Uber ne marche pas, allons tous voter pour Uber. Pour dire que c'est nul et que ça ne marche pas, et jusqu'à ce qu'ils comprennent que...
Au final, c'est assez simple hein, de pouvoir le faire entendre si ça marche, si les développeurs écoutent dans ce sens-là. Ça prend plus ou moins de temps, on va dire. On va dire que dans des grosses sociétés privées, souvent, ça va plus vite. Parce qu'il y a un impact financier, d'image qu'ils ne veulent pas avoir. Sur des sociétés plus petites ou des fois sur des trucs un peu de l'État, on va dire que c'est tellement des grosses structures qui doivent passer par des milliards de process que des fois, il faut un petit bout de temps avant qu'ils fassent quelque chose. Mais bon. Ça dépend du type de structure, je pense. Okay. Et donc, aujourd'hui, tu as un smartphone, hein, tu as un iPhone pour ne pas le nommer. Du coup, oui. Et donc, grâce à ça, tu as vu, tu l'utilises quasi en permanence pour tout. Pour tout. Pour lire, pour moi, sur mon iPhone, je fais tout. Le mail. Tu vois, déjà, comme je dis aux gens, je dis, voilà, l'iPhone, ce n'est pas un téléphone. L'iPhone, c'est un smartphone, c'est un ordinateur qui a... Bizarrement, pour les gens qui utilisent encore cette fonction, qui a la fonction téléphone, qui a des textos, c'est pas mal aussi. Mais dessus, il y a les emails, il y a tout ce qui est réseau, donc les Facebook, les machins, les YouTube et compagnie, tout ce qui est réseaux sociaux, télévidéo, etc., Prime Video, Netflix. Tu utilises tout ça? Tout ça, VoiceDream pour les livres, les logiciels de scanner, genre SingAI, VoiceDream Scanner, etc. Les logiciels de banque aussi. Pourquoi on n'aurait pas droit, comme les valides, d'aller voir sa banque, je sais pas moi, la banque postale ou autre hein, d'ailleurs. Ça, Linkso, par exemple, Linkso, typiquement, c'est une application où le développeur vraiment pris en compte les besoins des déficients visuels. Alors, Linkso, je ne suis pas sûr que... c'est une application bancaire, en fait, qui regroupe, en fait, à une époque où les applications de banque en France qui n'étaient pas accessibles pour certaines d'entre elles, en fait, Linkso, c'est une plateforme multi-protocole sécurisée qui permet d'accéder à la visualisation de tous ces comptes dans n'importe quelle autre banque, en fait. Donc, c'est des liens, en fait, pour pouvoir consulter tel ou tel compte de telle ou telle banque. Et un peu dépourvu, mais tes 3 applications les plus essentielles, par exemple, sur ton iPhone aujourd'hui c'est assez bizarre. Je dirais que moi, j'utilise beaucoup les mails. Puis après, c'est par période. Là, en ce moment, les livres, j'ai un peu lâché. Ça dépend des périodes. En fait, j'utilise de tout. Je dirais qu'aujourd'hui, les mails et SingAI. SingAI, donc l'application de Microsoft, qui permet donc de scanner des documents papier, qui permet aussi... oui, donc ça, c'est génial. Tu fais juste une photo biais, voilà. Même sans faire de photo. Hein. Il y a la fonction de short texte court dessus. Bon, l'application a été francisée, mais j'ai un petit peu du mal avec la version française, donc je laisse en anglais du coup. Et le short text, par exemple, hop, en temps réel, dès qu'il voit du texte ou devant la caméra, hop, ça lit le texte. L'avantage, c'est que c'est vraiment fait pour du texte court. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un papier devant moi, je ne sais pas ce que c'est, je pointe le tac, ça me dit ce que c'est. Après, ce n'est pas précis au point de me lire le document d'un coup, parce que ce n'est pas la fonction qui est prévue. Voilà, ce n'est pas fait pour ça à la base, cette option du menu. Dire. Ok, mais tu peux te promener, je sais pas, imagine, en rue ou dans le métro et espérer voir qui te donne le nom de la station. À condition de fixer, alors ça c'est plus pour les malvoyants, un malvoyant qui fixerait effectivement au loin un panneau, s'il arrive à le fixer au bon endroit, ça lui dit effectivement tel panneau. Okay. Moi qui ne vois plus assez pour voir un panneau au loin, non, là je ne pourrais pas le faire, mais pour certaines personnes, oui, j'ai des collègues qui le font. Et donc tu parlais du niveau bancaire, et donc aujourd'hui tu dois faire un paiement, un classique, tu mets ta carte de paiement dans un terminal, tu mets ton code, donc tu dois trouver les bons chiffres, etc. Est-ce que le paiement NFC est quelque chose qui vous simplifie la vie ou pas du tout? Moi je trouve que oui, moi je trouve que c'est plutôt génial. Le fait de pouvoir payer avec son téléphone, franchement, avec Apple Pay et autres, c'est vraiment top. Parce que justement, lié aux terminaux, on en revient au problème du tactile de tout à l'heure, effectivement, de plus en plus de petits commerçants ou même de taxis ou assimilés, type VTC, ont ce type de système tactile, où en fait, il n'y a pas de revue d'écran, donc en fait, on ne peut absolument pas l'utiliser. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas forcément envie de donner mon code à toutes les personnes que je croise à qui je dois faire un règlement. Oui, tu es obligé, si tu donnes ta carte, comme tu ne sais pas le voir sur l'écran, tu es obligé de donner ton code. Et moi, j'ai pas envie de donner mon code à tout le monde. Donc là, tu ne sais pas combien tu payes. Bah oui. Mais même si la personne est de bonne foi, je dis pas, les gens sont probablement de bonne foi, mais je sais pas, j'ai pas à donner mon code à toute la planète. Dans ces cas-là, ça sert à rien d'avoir un code si on est censé le donner à tout le monde. Donc l'idée, effectivement, le smartphone, dans ce cas-là, était très très bonne alternative. Malheureusement, effectivement, ça ne marche pas tout le temps et ça ne marche pas dans tous les
Les gens qui ont des terminaux un peu anciens, ça ne marche pas, par exemple, le paiement sans contact avec le Apple Pay. Je sais pas, en tout cas, moi, il y a des fois où ça ne marche pas. Donc, mais en tout cas, c'est une très très bonne solution. Ok, donc pour toi, quand même, d'une certaine manière, l'arrivée du smartphone, ça a changé ta vie. Bah oui, pour nous, ça a été vraiment... mais même pour la navigation, là, on a parlé la dernière fois là, de la partie au niveau du déplacement en rue, etc. Bah, c'est pareil, moi, même des fois dans la rue, si je suis fatigué ou quoi, de temps en temps, j'ai une application, pas de guidage, mais juste de positioning, Lazario, par exemple, qu'on a aidé à franciser. Bah, ça me dit en temps réel à quel endroit je suis dans la rue, dans quelle rue je suis, à quel numéro de la rue. Ça me dit les bus à proximité, les commerces à proximité en temps réel. Et ça le répète toutes les 15-20 secondes. Donc c'est très pratique en fait. Ça me dit tout le temps en temps réel où je suis en fait. Donc c'est quand même assez pratique pour m'orienter. Et ça pareil, je l'ai sur le téléphone. Parce que même les appareils dont certains qu'on distribue qui font ça, par exemple, le GPS, bah, il n'empêche que le téléphone, on l'a tout le temps sur soi. Donc en fait, c'est pas se dire tiens, il faut que je vérifie la batterie, est-ce que j'ai pas oublié de prendre tel appareil, etc. Non, c'est que tout est dedans en fait. Ça évite d'avoir une multitude de produits. Fin donc de ce deuxième hors-série consacré aux technologies au service des personnes déficientes visuelles. Sébastien, on a d'autres rendez-vous prévus avec David pour parler dans le prochain épisode, si j'ose dire, le prochain hors-série, d'un tout autre sujet. Un tout autre sujet qui a été beaucoup traité déjà dans les technos et que vous allez voir peut-être être traité sous un autre angle. C'est la domotique. Voilà, donc la domotique, donc au service des personnes non-voyantes ou malvoyantes. À bientôt.